On pourrait appeler cette histoire « Le cordonnier mal chaussé ». Nous avons une voiture comme celle-ci. C'est un véhicule utilitaire et une camionnette. Nous l'utilisions pour transporter des matériaux, des pièces et aller à la ferme. On s'en servait comme véhicule de travail. C'est une Isuzu Midi. La voiture est ancienne et avec le temps, elle s'est complètement épuisée. Le moteur est tombé en panne et elle est restée longtemps inutilisée avec le moteur posé dans l'habitacle. Après l'avoir ouverte, il est devenu clair qu'il n'y avait pas grand chose à réparer. Alors nous avons décidé de donner une nouvelle chance à Belka. C'est ainsi que nous l'appelons à l'atelier. Pour cela, nous amenons la voiture à l'atelier et, en parallèle, nous cherchons un donneur. Bien sûr, restaurer ce genre de voiture n'est pas vraiment rationnel. Il serait plus simple d'acheter quelque chose de plus récent et d'éviter les réparations constantes. Mais nous avons beaucoup de souvenirs agréables liés à cette voiture. C'est pour cela que nous avons décidé de le remettre à neuf et de l'utiliser jusqu'à la prochaine panne sérieuse. Et voilà, après quelques jours, on trouve exactement la même voiture dans le village voisin, avec une carrosserie pourrie, mais d'après le vendeur, un excellent moteur. Sans trop réfléchir, Collier part l'examiner, emportant avec lui 500 $. Il y a du gasoil, ça bouillonne. Oui. La route est bonne, c'est civilisé, on peut y aller sans crainte. Magnifique. Écoute, ça tourne. Oui, ça tourne bien sûr. Ça marche quand il fait froid, bordel, mais quand il est vraiment propre, regardez. Bon, ça marche, disons-le franchement. Tout fonctionne ici, putain, ouais. Je l'ai fait pour moi-même, avec ma propre entreprise. Ouais, tu as besoin d'injecteurs. Peut-être qu'il va chauffer, il est resté immobile longtemps si je comprends bien. Oui, il est ici depuis 1 an. Il est ici depuis 1 an, avant il est resté 2 ans. 2 ans et demi. 2 ans et demi. Bon, peut-être qu'il va finir par se réveiller alors. C'est bon, je vais appeler la dépanneuse. Ainsi nous devons l'extraire du potager. Voilà, préparation au remplacement du moteur. On commence la préparation par le fait que je vais aller à la décharge avec la voiture et décharger toute cette camelote pour ne pas l'emmener chez moi. On n'en a pas besoin. Donc il est plus simple d'aller au conteneur et de tout jeter là-bas, tout dans le conteneur. La voiture a démarré très énergiquement ce matin. Je me suis assis, installé la batterie, légèrement préchauffé les bougies et elle a démarré tout de suite. Donc on en déduit indirectement que le moteur est relativement en bon état. Musique dynamique et énergique. Nous allons mettre du bass fort, un style fort, avec une basse marquée. Et voilà, le lendemain, la donneuse est dans l'atelier et nous démontons ce pourquoi nous l'avons acheté. C'est le moteur et la boîte de vitesse, qui semblent en bon état, contrairement aux nôtres. Apparemment, il faudra nettoyer la boîte de vitesse, non seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, car l'huile à l'intérieur a cette couleur. Je ne sais pas si on voit bien, mais la couleur est vraiment étrange. Il y a comme de la rouille, donc il faudra aussi laver l'intérieur de la boîte avec de l'huile et bien la nettoyer.
Le moteur est le prochain sur la liste. Voilà à quoi tout cela ressemble. Je suis passé ici avec des petites brosses. Maintenant, je vais le laver avec des produits chimiques pour que ce soit au moins plus agréable de travailler avec. Ici, il ne s'agit pas d'une restauration, juste nettoyer pour que ce soit moins dégoûtant. Et déjà, le lendemain, toucher à ce moteur est devenu plus agréable, ce dont Kolia a d'ailleurs profité. Nous avons remis le moteur à sa place et nous sommes attaqués à l'extérieur. Quel est le plan ici? À ce stade, il nous faut remettre la voiture en état dans sa configuration la plus d'origine possible, puis passer le contrôle technique et seulement après nous occuper du tuning. Cela permettra d'utiliser la voiture de manière relativement légale l'année prochaine. Dans ce cas, nous ne nous sommes pas trop souciés de la méthode ni de la qualité. Il s'agit d'une réparation cosmétique très sommaire, sans intérêt à investir beaucoup d'efforts, de temps ou d'argent, car au mieux, cette voiture ne servira qu'un an au maximum avant de partir à la retraite. C'est pourquoi, pour l'essentiel, nous avons simplement poncé la carrosserie. Et nous avons commencé à masquer ce qui ne devait pas être peint, pratiquement sans rien démonter. L'étape suivante est d'amener la voiture dans une cabine de peinture sommaire et de se préparer à la peinture. D'abord, il faut dégraisser la surface. Et voilà, après quelques heures d'André, nous avons une carrosserie beige, claire, agréable et rafraîchie, que nous démasquons le lendemain. Et nous remettons en place les pièces qu'il a fallu démonter. Nous vérifions l'éclairage et nous passons le contrôle technique. Entrée d'Alexei. Accueillez-le. Lyosha, l'artiste, je le connais depuis longtemps et nous avons décidé de faire notre première collaboration. De nombreux projets communs nous attendent, mais aujourd'hui, nous lui avons demandé de peindre notre voiture dans le style signature de l'atelier. Ici nos projets, les membres de l'équipe, les logos, etc. Je pense que vous comprendrez tout visuellement. Il est difficile de définir un style ici, car c'est une œuvre d'auteur. Cela rappelle un peu la gravure, mais ce n'en est pas vraiment une. Pendant le tournage, nous avons discuté du contenu, et à mon avis, on peut en faire des vidéos géniales et captivantes. J'ai littéralement convaincu Lyosha de lancer sa propre chaîne YouTube et de publier le processus de dessin. Et là j'ai une grande demande à vous faire. Soutenez cette jeune chaîne et abonnez-vous seulement si vous comptez vraiment regarder ce format à l'avenir. Parce que les abonnés inactifs nuisent à la promotion des chaînes. En tout, je vais laisser un lien vers sa chaîne, allez absolument y jeter un œil, regardez et, si ce genre de contenu vous plaît, abonnez-vous. Si vous savez que vous ne regarderez pas ce type de vidéos régulièrement, il vaut mieux ne pas vous abonner. En revanche, partager la chaîne sur vos réseaux sociaux ou avec des amis sera très utile. Merci d'avance. Nous n'avons bien sûr pas oublié nos partenaires et avons discrètement intégré leur logo dans le concept général. Une fois le dessin terminé, il faut le protéger. Pour cela, nous recouvrons à nouveau toute la voiture et nous nous préparons à appliquer le vernis. Ainsi, la transformation de la carrosserie est terminée et l'étape suivante consiste à moderniser l'avant du véhicule. Pour cela, nous prenons notre nouveau jouet,
c'est un scanner. Nous l'avons acquis tout récemment et nous sommes en train de nous entraîner à l'utiliser. Heureusement, le support technique est réactif et répond à nos questions. À cette étape, notre tâche consiste à scanner l'avant de la voiture et, en nous basant sur ce scan, à dessiner un nouveau design. Prochainement, nous vous expliquerons ce processus plus en détail, car avec un bon scanner à portée de main, nous pourrons améliorer et accélérer nos projets. Après cela, eh bien vous voyez, que nous avons obtenu le modèle, nous créons un nouveau design en nous appuyant dessus. Timur, auteur du projet l'Oise du futur, qui s'en est occupé. Timur, bonjour. Salut. Eh bien, salut. Oui, tout le monde sera curieux de savoir ce que tu fais au Japon. Je travaille, c'est lié aux voitures. Je travaille comme designer. Et donc, je dessine des voitures. Tu fais vraiment preuve de modestie, parce que je sais que tu travailles dans une entreprise bien précise. Oui, en effet, je travaille actuellement chez Mitsubishi. Je pense que tout le monde en a déjà entendu parler, surtout parmi ceux qui s'intéressent aux voitures. Personnellement, j'ai beaucoup aimé son approche et sa vision. C'est pourquoi j'ai fait appel à lui pour cette tâche. Je laisserai le lien vers son Instagram dans la description. Et voilà, après quelques jours, nous avons reçu le design de l'iPhone mobile. Un peu plus tard, je vous expliquerai d'où vient cette idée. Mais maintenant, il ne nous reste plus qu'à matérialiser ce que Timur a dessiné. Comme d'habitude, nous allons fabriquer les matrices en MDF. Au final, nous avons complètement adopté cette technologie. Oui, travailler le MDF est bien sûr beaucoup plus difficile, plus long et plus coûteux que le polystyrène, mais la qualité des matrices est nettement supérieure. Et par conséquent, les pièces que nous obtenons à partir de ces matrices sont également d'un tout autre niveau de qualité. Tout d'abord, pour obtenir une matrice parfaite, nous calibrons la plaque de MDF très légèrement en enlevant littéralement 1 mm. Cela se fait afin d'obtenir une épaisseur parfaite sur tout le périmètre et de créer une surface tout aussi parfaite sur laquelle seront collées les couches suivantes. Après avoir changé la fraise, nous commençons l'usinage grossier. À cette étape, il nous faut enlever le volume principal. La précision des détails n'a pas d'importance ici. La tâche principale est d'enlever beaucoup de matière et rapidement. Par la suite, nous installerons une fraise plus délicate, qui amènera alors la surface à l'état souhaité. Ici, une question légitime se pose. Pourquoi ne pas installer immédiatement la fraise délicate? Le fait est que la surface de travail d'une telle fraise est bien plus petite que celle d'une fraise grossière. Et par conséquent, cela prendrait beaucoup plus de temps. Et voilà, après quelques heures d'usinage, on distingue déjà les grandes lignes. Mais il s'agit de la partie principale de la face avant, à laquelle il faudra encore coller plusieurs couches. Comme la forme est complexe en termes de dimensions, il est impossible de la tailler d'un seul bloc, car on se heurte à des limitations techniques de la machine, à la course de la broche, etc. Et ici, justement, on peut voir à quoi ressemble ce kit de construction. Élément par élément, chaque pièce est ajustée et fixée, formant ainsi la structure finale d'un seul tenant, dans laquelle il ne restera plus qu'à placer la fibre de verre, l'imbiber de résine et sortir la pièce finie. Mais avant de mettre la fibre de verre dans le moule, il reste encore plusieurs opérations à effectuer. Et à l'étape suivante, la forme déjà assemblée est imprégnée de résine polyester. C'est la première couche qui est appliquée sur ce qu'on appelle le MDF brut. Au final, la résine s'imprègne, relève le grain et crée une sorte de barrière. Ensuite, cette couche est soigneusement poncée, puis les couches suivantes sont appliquées, qui devront également être poncées. Et ainsi, encore et encore, jusqu'à ce que nous obtenions une surface lisse et uniforme qui nous convienne. Après quelques jours, nous avons obtenu le résultat souhaité et il est désormais possible de passer à la fabrication de la pièce. La première étape consiste à appliquer l'agent de démoulage. Ensuite, nous appliquons le gel coat. Et c'est en fait la première couche qui constituera la pièce elle-même. C'est-à-dire que nous avons une matrice inverse et à partir de celle-ci, nous obtiendrons finalement une pièce finie. Ainsi, cette première couche grise sera la couche de surface de notre produit. Pour le dire simplement, il s'agit en fait d'un apprêt qui offrira une couche aussi uniforme et non poreuse que possible. Il ne nous restera plus qu'à le peindre. Une fois que le gel coat a séché, nous appliquons la première couche de mat de verre. En fait, il s'agit d'une couche de renfort qui donnera de la rigidité à la pièce, un peu comme un squelette. Et la couche grise précédente peut être considérée comme la peau.
Alors, d'où m'est venue cette idée étrange? Un jour, je suis tombé sur cette image sur internet. Bien sûr, je laisserai un lien vers l'auteur. J'ai trouvé ça sympa et je l'ai rangé dans mon dossier d'idées folles. Ensuite, plus de 6 mois se sont écoulés. Et c'est en ressuscitant Belka que je me suis souvenu de cette idée. J'ai grossièrement esquissé le concept dans Photoshop et j'ai demandé à Timur de peaufiner ce projet. C'est exactement ce que nous avons fait. Et comme vous vous en souvenez, le projet comprend aussi un pare-choc, conçu dans le style de la tranche d'un iPhone. Nous allons le fabriquer selon la même technologie, en commençant par le travail du MDF, comme vous pouvez le voir à l'écran. Au final, la fabrication de ces deux éléments a pris à Andrei une semaine entière. Et un de ces lundis, lorsque toutes les couches ont séché, c'est comme un matin de Noël et le moment tant attendu du déballage. Avant d'installer la nouvelle petite tête, il faut démonter l'ancienne. Pour cela, nous prenons notre outil préféré, celui qui nous sauve dans toutes les situations, et nous commençons le processus. Tout d'abord, on dévisse ce qui peut potentiellement l'être, puis on essaie grossièrement la nouvelle face. On fait cela pour comprendre où ça coince. Et après quelques minutes d'essai, on comprend qu'il faut prendre la meuleuse. Maintenant, on découpe étape par étape, morceau par morceau, tout en essayant l'iPhone sur la pièce. Au final, malgré tous nos efforts pour préserver le panneau frontal métallique principal, il est devenu évident qu'il fallait le découper. C'est donc ce à quoi nous nous attelons. Ici, nous faisons le premier essai de la face avant sur la voiture. Il a bien fallu découper une grande partie, surtout l'avant. Nous n'avons pas touché aux éléments porteurs, c'est-à-dire ce renfort central à l'avant. Nous l'avons laissé, car sans lui, il n'y a rien à renforcer. Nous avons un peu découpé le métal ici. Enfin, du métal, la voiture n'est plus toute jeune. Et pour être honnête, on a enlevé plus de rouille que de métal. Et maintenant, notre cache en plastique commence déjà à s'installer, il se met en place. Il faut encore quelques ajustements, c'est-à-dire qu'ici, il viendra rejoindre les essuie-glaces. Et ici, elle viendra justement jusqu'à cet espace au niveau de la porte. Là aussi, il faudra qu'on l'ajuste, elle est un peu plus bombée, c'est comme ça, mais ce n'est pas grave, on va l'adapter, voilà. Et ici, il y a ces modules qui vont dépasser un peu dans l'habitacle, juste sous le cache en plastique. Voilà à quoi ressemble ce royaume, c'est-à-dire qu'on voit
toutes les voitures, les entrailles et l'intérieur? C'est à cet endroit que vient s'installer ce module d'éclairage des blocs optiques. Disons que ici, une paire rentre parfaitement bien. Il y a assez de place en haut et en bas. Nos modules sont petits, donc il n'en faut pas beaucoup. Et nous avons quelques petits soucis. C'est ici que vient le phare, et ici aussi. Ici, il s'agit déjà du renfort de la voiture, c'est-à-dire qu'il est fabriqué en métal épais et solide, soudé. Autrement dit, nous ne voulons pas découper ces renforts au maximum, donc nous allons réfléchir à la meilleure façon d'installer tout cela ici. De ce côté, tout est aussi ouvert que possible, un grand espace pour travailler. Ici, tout rentre parfaitement bien. Nous avons découpé l'ouverture de montage pour les phares. Qu'avons-nous constaté? Ici, tout va bien. Ici, le phare vient directement dans l'ancien, disons, cadre de fixation du phare. Ici, cela bute dans l'amplificateur. Et derrière, il y a la fixation des pédales. Nous n'allons pas découper cela. Pour ce phare, il faut encore réfléchir. Nous allons mesurer la profondeur d'encastrement et nous allons trouver une solution. De l'autre côté, nous positionnons également notre module optique de manière conditionnelle et nous découpons une ouverture ici. Je ne sais pas encore si je vais tout découper. Je pense que je vais finalement découper un carré complet. Nous verrons cela en cours de travail et nous regarderons où cela arrive. C'est pair, mais c'est compréhensible. L'amplificateur arrivera avec cela, tout ira bien. Donc voilà le plan que nous avons esquissé et nous allons nous y tenir. Maintenant, nous passons à l'intégration des modules lumineux. Dans ce que l'on pourrait appeler la partie avant de notre voiture, voilà ce que nous avons fait. Nous avons découpé des fenêtres dans le verre, c'est-à-dire dans du polycarbonate. Pourquoi sont-elles opaques pour l'instant? Parce qu'il y a un film de protection des deux côtés. En réalité, ce sera totalement transparent, c'est-à-dire que j'ai tourné et ajusté ici à la main les cercles dans lesquels ces morceaux de verre seront collés, dans les petits aussi. C'était un essai, sans film de protection. Elles s'insèrent donc parfaitement à l'intérieur et sont collées. Plus loin, de ce côté, nous devons installer des modules lumineux. Nous avons choisi de prendre les phares chez le même fabricant que celui sélectionné à l'origine pour la Volgata. À l'origine, ces phares étaient sur la Volgata. Mais ensuite, nous avons opté pour des modèles classiques avec un réflecteur entièrement chromé. Nous avons aimé ces phares car ils sont robustes et éclairaient très bien. Et on voit bien que le plastique est solide et qu'en termes de poids, il y a suffisamment d'aluminium dans le radiateur. Et c'est ainsi que ces kits nous sont arrivés. C'est-à-dire, voici une des options. Voici une autre option. Celles-ci sont plus petites, donc elles ont un diamètre différent. Et il y avait un grand nombre de ces petits phares. Ils conviennent parfaitement à notre taille. 3 phares à LED de chaque côté. Je pense que c'est beaucoup pour circuler sur la route. Il est évident qu'elle ne roulera pas avec tous les phares allumés. C'est pourquoi le phare du bas, nous, le voici. Il rentre en principe dans le phare d'origine. C'est-à-dire qu'il sera placé exactement là où il faut dans cette voiture. Et il sera possible de régler la direction du faisceau pour ne pas éblouir les conducteurs en sens inverse. Nous allons probablement aussi équiper le phare supérieur d'un tel réglage. Mais les phares centraux seront fixés de façon permanente sans possibilité de réglage. Parce qu'ici, d'abord, nous n'avons pas de place. Ensuite, comme je l'ai déjà dit, 3 phares sur une voiture, c'est vraiment trop. Je ne sais pas comment nos alternateurs vont gérer une telle charge. Ces phares, je ne sais pas, on pourrait leur donner une tension minimale pour qu'ils servent de feu de jour ou dans certains cas d'urgence. Par exemple, si on se perd dans la forêt, je ne sais pas. Bref, on va improviser et prendre les décisions au fur et à mesure que les problèmes se présenteront. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ici ? Je rappelle que nous avons besoin que les phares soient réglables et qu'ils puissent modifier ce faisceau lumineux. En gros, sur la route, les phares doivent pouvoir être ajustés de cette façon. On ne peut pas les installer de façon fixe. C'est pourquoi on a acheté ces sortes de casseroles, de Lada, avec un système de réglage. La seule chose que nous avons modifiée, c'est qu'avant, elles se réglaient avec ces petites vis, et le réglage se faisait depuis l'extérieur. C'est-à-dire qu'on retirait la bague du phare et on procédait au réglage du faisceau lumineux.
J'ai inversé ces petites vis, ce mécanisme, et maintenant on pourra les régler depuis l'habitacle, c'est-à-dire depuis l'arrière de la voiture. Ensuite, de petites bagues ont été fabriquées et dans ces bagues viennent s'insérer ces petits bols. Voilà. Ensuite, sur le module lumineux, des bagues correspondantes ont été fabriquées. Et ces bagues s'emboîtent dans celle-ci, de cette façon, et elles s'y insèrent bien fermement. C'est ainsi que le phare sera fixé par rapport à notre module lumineux. Ensuite, les petits phares seront fixés ici et maintenus en place à l'aide de ces plaques. C'est ainsi qu'ils seront fixés en ce qui concerne ceux du centre. Sur la voiture, ils sont placés de la manière la plus inconfortable possible. Du côté du conducteur, il y a ici le bloc pédalier, où se trouvent de nombreux tuyaux. Il y a les conduites de frein et d'embrayage, et il n'y a absolument pas de place là-bas, c'est pourquoi ces phares n'auront pas de réglage, et il est même possible qu'ils soient purement décoratifs. Peut-être que nous y collerons une petite diode pour pouvoir les éclairer comme des feux de position. Mais cela, nous le déciderons en cours de route, donc ces phares n'auront aucun réglage, ils seront simplement fixés. Ces boîtiers avec ces petits anneaux, comme je l'ai dit, nous allons assembler tout ce module d'éclairage à LED avec des rivets. Un autre point important, pourquoi ai-je tout fait aussi serré? On aurait pu d'une certaine manière utiliser des plaques ou des supports. Tout cela doit être fixé car nous aurons ce phare et il y aura une vitre. Et pour éviter que la poussière n'y pénètre ou que la saleté ne s'y accumule, car il ne sera pas possible d'essuyer cette vitre. Et le plastique, en réalité, est très statique. La saleté et la poussière y adhèrent au maximum. C'est-à-dire on l'a essuyé. Et 1 minute plus tard, il y a déjà une telle couche de poussière qui, à cause de l'électricité statique, a collé. C'est pourquoi nous allons assembler ces modules de manière hermétique. Passons à l'assemblage. Je ne veux pas que vous vous immisciez tous dans ma vie. Est-ce que vous voulez? Moi, je veux que vous... Pourquoi il n'a pas pris l'assiette? Comment l'avez-vous servi? Quoi, mon troll, ça commence avec vous? Dans notre ville, il y a beaucoup de gens. Pendant que je manipulais ces phares, je les déplaçais dans tous les sens, il y avait de la poussière partout. En plus de cela, en les frottant un peu, je les ai légèrement rayés. Ces petits verres-là, donc avant de les polir, pour éviter que les rayures ne reflètent la lumière, avant d'assembler les phares et de les cacher derrière le verre teinté, j'ai décidé de leur donner un petit coup de neuf. Voilà, nous avons terminé avec les phares et nos modules iPhone sont globalement prêts. Cela signifie que nous pouvons passer à l'installation. Pour cela, il faut encore découper quelques éléments. La première chose à faire est de choisir la fraise appropriée. Comme vous voyez, c'est Woodwork. Aujourd'hui, nous sommes passés à ces fraises. Après 2 ans d'utilisation quotidienne, je peux affirmer sans hésiter que c'est le meilleur rapport qualité-prix sur notre marché. Comme vous pouvez le voir avec ces fraises, nous travaillons non seulement le bois, mais aussi le polycarbonate. À cette étape, nous devons découper une plaque qui sera la première couche de notre sandwich. Quelle est l'idée ici? Au final, nous devons obtenir une voiture complète afin de pouvoir l'utiliser. La voiture doit avoir des phares de chaque côté. Mais si l'on installe un module iPhone des 2 côtés, cela gâchera toute l'idée et n'aura pas l'apparence que nous souhaitons. C'est pourquoi nous avons trouvé la solution suivante. Du côté droit, nous aurons un module complet et proéminent, exactement comme sur un iPhone. Mais du côté gauche, côté conducteur, nous allons dissimuler le même module sous du polycarbonate transparent et le cacher sous un film intelligent qui pourra devenir transparent ou mat selon notre souhait. Il est temps maintenant d'intégrer tout simplement les phares dans notre module. Nous essuyons également, nous dégraissons afin que rien ne se glisse entre les vitres. Ensuite, pour l'étanchéité, ici nous avons une grande ouverture.
c'est un trou assez large par lequel passe la fiche. Je n'ai pas voulu inventer de couvercle ou quoi que ce soit d'autre ici. Et pour l'instant, je n'ai rien trouvé de plus ingénieux que de simplement le recouvrir avec de l'isolation vibratoire. Ainsi, tout autour du périmètre, nous allons également tout sceller pour qu'aucun insecte, aucune poussière, rien ne puisse s'y introduire. Il restera juste ce rond. Nous laisserons cette ouverture comme ventilation du phare, car la diode chauffe beaucoup et l'air se dilate. Et pour éviter, par exemple, que cela n'arrache la vitre ou que quelque chose ne soit poussé quelque part, nous allons coller ici une membrane qui laissera passer l'air, mais empêchera la poussière et l'humidité d'entrer. Voici ce qu'il en est concernant le film. Pour que le film fonctionne correctement, il faut le décoller un peu. Dans notre cas, il faut l'éloigner de l'objet que nous allons assombrir. Et dans notre cas, il s'agit des phares. C'est-à-dire que si elle est collée, on voit à travers. Mais dès qu'on commence à l'éloigner, le contour devient flou. Qu'allons-nous faire ? Nous avons pris une feuille de polycarbonate, puis nous mettrons le film entre elles et nous recouvrirons avec une autre feuille de polycarbonate. Ainsi, on obtient l'effet recherché et les phares, ceux-ci deviennent alors flous. Et pour les modules du côté parent, afin qu'ils laissent passer moins de lumière, disons, nous les avons teintés non pas avec un film noir, mais avec un film miroir. Nous avons posé la première vitre. Nous devons obtenir une étanchéité maximale comme pour un double vitrage, afin qu'aucune humidité, ni poussière, ni rien d'autre ne puisse s'y infiltrer. J'ai collé un ruban adhésif double face transparent tout autour du périmètre. C'est-à-dire que nous allons assembler le double vitrage avec ce genre de choses. En fait, il est vraiment transparent. Je rappelle qu'ici, le module sera maintenu par des boulons, donc tout sera bien fixé ici. Ici, nous allons vérifier à quel point cela tient solidement, mais en général, lorsque l'adhérence est bonne, comme c'est le cas ici avec ce verre parfaitement plat, cela fonctionne très bien. C'est donc une bonne solution pour coller ce genre de choses. Espérons que cela fonctionnera, sinon nous devrons accélérer un peu les choses. Finalement, nous sommes arrivés à la solution suivante. Sur la pièce en fibre de verre, nous posons la première couche de polycarbonate transparent. Ensuite, sur ce polycarbonate, nous posons le film intelligent. Et par-dessus, nous recouvrons d'une autre couche de polycarbonate. Cela permet de créer un espace entre le bloc dissimulé et le film intelligent. Sinon, ce bloc serait très visible, car il serait presque collé au film. Je comprends que pour l'instant, ce n'est pas très clair. Je pense qu'il faut le voir concrètement, et c'est à ce moment-là que l'on comprendra l'idée ainsi que la façon dont cela fonctionne. L'opération de collage du double vitrage s'est déroulée avec succès. Honnêtement, c'était très stressant parce que, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, le polycarbonate est statique, tout y colle, tu essuies, tu nettoies, tu te détournes un instant et quelque chose retombe dessus, ça colle à nouveau. Bref, on s'est débrouillé comme on a pu. La bande adhésive double face transparente, apparemment en acrylique, s'est révélée très intéressante. Entre les vitres, on ne la voit pratiquement pas. C'est vraiment génial. En somme, nous sommes satisfaits de tout. Tout s'est bien passé. Je pense qu'il est impossible de décoller la vitre. Comme je l'ai dit, quand on colle entre des surfaces parfaitement planes avec du double face, il devient vraiment difficile de les séparer ensuite. Il ne reste plus qu'à ajouter la touche finale, insérer notre module. Attention à ne pas confondre le haut et le bas. Le projet est pratiquement terminé. Il ne reste plus qu'à remettre la façade sur la voiture et tout brancher.
Comme je l'ai dit, c'est la première fois que nous faisons tout cela. On invente des choses, on imagine, on comprend où on a fait des erreurs et comment on fera différemment la prochaine fois. Mais dans l'ensemble, tout est magnifique. Je pense que c'est vraiment un succès. Et voici enfin l'heure tant attendue. L'installation du panneau assemblé est prêt. Tout d'abord, on applique le primaire, puis le mastic, le scotch et enfin la façade elle-même. On ne peut pas l'appeler autrement. Pour commencer, je vous propose de voir à quoi ressemble notre idée. Au départ, on ne voit qu'un seul module principal noir, qui est l'élément central et attire tous les regards. Si nous avons besoin d'allumer la lumière principale, nous activons le film, il devient transparent et ensuite les phares s'allument. Oui, la lumière est un peu faible car elle passe à travers de nombreuses couches, mais elle reste suffisante puisque nous avons 3 phares au lieu d'un seul. Et une fois la lumière éteinte, tout revient à la normale. Je pense qu'il y aura beaucoup de commentaires disant que ce qu'on a fait c'est n'importe quoi et qu'on a juste abîmé la voiture. Premièrement, ce genre de projet nous fait beaucoup progresser sur le plan technique. Nous testons de nouvelles technologies, de nouveaux matériaux et une nouvelle approche. Mais ce n'est même pas le plus important. Le principal c'est que cette voiture donne vraiment le sourire. Personne ne reste indifférent. Et à mon avis, ça en vaut la peine. Si ce projet vous a plu, soutenez-nous en partageant cette vidéo sur n'importe quel réseau social. Mettez un like et laissez un commentaire. Cela aide à promouvoir la vidéo. Et si la vidéo obtient un bon nombre de vues, nous tournerons un autre épisode avec des améliorations du projet et les réactions des gens. Merci d'avoir regardé, que la hache vous bénisse.